Salut les poiscailles. Aujourd'hui, on va parler d'un violeur. Et on va essayer de relativiser un petit peu tout ça puisqu'on va parler du cas d'une personne, d'un mec. Alors ce mec, je sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. Puisque Pedro Alfonso Lopez est sans doute le violeur le moins chanceux du monde. Hashtag souillé comme jamais. Et en petit aparté quand même, je rappelle que les bulles ne sont pas forcément que des personnages coup de cœur pour moi. Suffit de s'en convaincre quand on a vu le truc sur Hitler. Pas forcément particulièrement fan du bonhomme. Donc non, c'est plus large. Quand le personnage est étonnant, en bien ou en mal, c'est négociable. Et le personnage qu'on va voir aujourd'hui est étonnant à plus d'un titre. Puisque avant d'être violeur lui-même, bon Dieu, on lui est passé dessus, hein, mais de tous les côtés. Hein. Et c'est sur cette belle note que nous lançons le générique. Pedro Alfonso Lopez. Vous avez peut-être déjà entendu parler de lui sous le nom du monstre des Andes. Ce type, c'était quand même un sacré gros malade. Puisque son délire à lui, c'était de violer, mais pas n'importe qui, mon bon monsieur, non. Il était spécialisé dans les petites filles. Et il avait même donné un petit nom affectueux à ses méthodes de meurtre. La fête des massacres. En gros, à chaque kidnapping, parce que oui, kidnappé quand même avant, Pedro suivait un rituel bien particulier. Déjà, il commençait par une petite torture des familles. Voilà, une petite mise en bouche, hein, sans mauvais jeu de mots. Et la torture avait toujours lieu au même endroit. Comme ça, il pouvait un petit peu collectionner les cadavres aussi. Et la particularité de Pedro, c'est qu'il prenait un plaisir manifeste à démembrer le corps de ses victimes vivantes. Pour lui, il n'y avait pas plus grand plaisir à regarder sa victime droit dans les yeux pour y lire la conscience de sa mort imminente. Mais attention, puisque ce rituel, qu'il a inventé tout seul, on le rappelle, avait une contrainte. Il ne fallait jamais tuer la nuit. Voilà, c'est comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, puisque Pedro avait tout prévu. Si jamais il avait attrapé sa victime à la tombée du soir, ce n'était pas un problème. Il l'a ramenée quand même dans son mini-cimetière, puis il s'asseyait au centre avec elle et la berçait toute la nuit, de manière à la forcer à s'endormir. Bah oui, il faut quand même qu'elle soit un petit peu reposée avant le voyage sans retour. On rigole, mais c'est quand même horrible. Mais alors vous en doutez, un tel comportement, ça ne peut pas venir comme ça de n'importe où. Alors voyons voir ce qui l'a conduit à faire ça. Recommençons depuis le départ. Petit interlude. J'adore ce petit joujou. Il est vraiment très rigolo. Regardez, si je le remonte. Attention les yeux. C'est agréable, une petite pause hein, entre deux moments un petit peu plus poignants hein, avec Pedro. Vous savez, le matin, parfois on se lève et on se dit que la vie est un petit peu mal foutue, que on sait pas ce qu'on fout ici. C'est parfois un peu ce qu'on peut se dire, hein, même quand on fait tomber un sucre de trop dans son café. Hein. Je peux vous assurer qu'après avoir découvert la petite vie de Pedro, ça fait relativiser. Hein. Déjà, le petit Pedro, il naît en 1948, donc juste après la Seconde Guerre mondiale en Colombie. Donc à ce moment-là, la situation politique et économique est plutôt un gros bordel. Et le petit Pedro, pour ne rien rajouter à tout ça, il est tombé dans une grande fratrie, puisque c'est le 7e enfant des 13 enfants que sa mère a eu, qui est dans la foulée une prostituée. Voilà, grosse ambiance à la maison le soir, voilà. Et Pedro ne connut jamais son papa, dans la mesure où sa femme, de toute façon, avait croisé beaucoup trop d'hommes. Hein. Donc il grandit livré à lui-même en cumulant les carences affectives. Et à 8 ans, ses premières névroses se manifestent, puisqu'il ressent le besoin d'entrer en contact avec le corps féminin. Un petit peu précoce, dites-vous? Sauf que manque de bol, il n'a pas été scolarisé et il n'est pas autorisé à sortir de chez lui. Donc les seules filles de son âge autour de lui, ce sont ses sœurs. Vous me voyez venir? Et il décide un jour d'en isoler une pour tenter de lui caresser la poitrine. Mais c'est à ce moment-là que sa mère entre dans la chambre et le découvre en train de tripoter sa petite sœur. Et à votre avis, quelle a été sa réaction? L'a-t-elle pris par exemple à part pour lui faire comprendre le côté un petit peu déplacé de son geste? Eh bien non, pas du tout. Elle l'a attrapé par la peau du cou, elle l'a foutu dehors, directement dans la rue. Elle a refermé la porte derrière elle. Voilà, c'est terminé, il venait de perdre sa famille. Putain, dit, c'est un peu violent quand même. Et vu qu'il n'a nulle part où aller, Pedro commence à mendier, jusqu'au jour où un passant s'arrête pour lui proposer de venir chez lui. Et bien sûr, le petit Pedro, tout content, accepte. En même temps, il n'a que 8 ans pour sa défense. Hein. L'histoire de « n'accepte pas le bonbon que te propose un inconnu », ça pour lui, ça n'existe pas. Hein. Sa mère n'avait pas ce genre de morale. Hein. Et donc il suit son généreux bienfaiteur jusqu'à un immeuble abandonné, de ce que Pedro a lui-même reporté. Et bah ce qui devait arriver, arriva. Et l'homme viola Pedro. Plusieurs fois, avant de le remettre à la rue, là où il l'avait trouvé. Et à ce moment-là, Pedro jura de faire subir exactement les mêmes sévices à autant de fillettes qu'il le pourrait. Mais bon, en attendant de pouvoir réaliser sa vengeance, il était toujours à la rue. Il traîna longuement dans les quartiers de Tolima, sa ville de naissance, avant de se décider de partir vers le centre de la Colombie.
Et pour une fois, la chance lui sourit. Ça faisait à peine quelques jours qu'il était arrivé, à moitié mort, épuisé, à Bogota. Bah oui, un tel voyage dans de telles conditions, ça ne laisse pas indifférent, ça ne laisse pas indemne non plus. Quand un couple d'Américains vient à sa rencontre pour lui proposer un asile et de quoi vivre. Au début, Pedro est très apeuré, réticent, et puis finalement, la faim a eu raison de lui et il accepte. Et contre toute attente, aucun plan foireux à l'horizon. Les Américains l'ont vraiment ramené chez eux et l'ont même inscrit à l'école. Il était temps, hein. Pedro se révèle même être un élève très attentif et à l'écoute, plutôt bon élève et obéissant, donc l'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais non. Peu de temps après avoir soufflé sa 12e bougie, Pedro s'était rendu en classe comme d'habitude, mais cette fois-ci, il n'y trouva que son professeur, tout seul dans la classe. Oui, Pedro s'est encore fait abuser, et évidemment cet épisode ne l'a pas laissé dans un bel état. Toutes ses anciennes peurs et ses idées de revanche ont ressurgi à son esprit, de façon aussi sec. Façon de parler. Alors le soir même, il a piqué de l'argent à ses parents adoptifs et il s'est cassé pour retourner mendier à Tolima, la ville de son enfance. Et ça commence à lui taper sur le système de vivre si pauvrement. Il commence alors à faire des petits vols. D'abord de la nourriture pour son propre compte, puis il généralise ses larcins à des petits accessoires qu'il chourave sur les marchés. Mais ça ne lui suffit toujours pas, la course au profit, que voulez-vous. Pedro se décide alors à passer à l'étape supérieure, le vol de voiture. Ah bah c'est sûr que ça rapporte un peu plus de fric, mais en même temps c'est moins prudent. Avec sa chance légendaire, il ne tape pas à se faire prendre. C'est donc à ses 18 ans qu'il est chopé par les autorités pour vol et contrebande. Pedro est donc lancé, tout frais, tout innocent, dans le milieu carcéral colombien. Et il est enfermé avec 4 autres prisonniers. Alors les premiers jours sont relativement safe, voilà, il n'y a pas d'embrouille, mais il ne s'est quand même pas passé une semaine avant que ses potes de cellule lui demandent tout gentiment « Tu veux bien te pencher pour ramasser ma savonnette ?» Non mais c'est pas possible ça quand même. Le petit Pedro, il n'a rien demandé à personne. Et cette fois-ci, c'est la goutte de trop. Peu après l'agression, Pedro se débrouille pour éloigner les gardes, puis il se rue sur ses violeurs, qu'il tua. Tous. Pour ces meurtres, Pedro fut condamné à 2 ans de prison supplémentaire. Et si vous vous demandez pourquoi 2 ans, c'est parce que les autorités ont jugé qu'il s'agissait de légitime défense. Bon, on rappelle quand même que la légitime défense, c'est un acte qui est censé advenir durant l'agression elle-même, pour se défendre, qui parfois a tué son agresseur, et non pas après les faits. Sinon là, il s'agirait plutôt de vengeance. Et bref, on va dire que c'est plutôt cool pour Pedro, qui se jura à ce moment-là de ne plus jamais être touché par qui que ce soit. Et pendant le temps qu'il passa en prison, il se mit alors à détester les femmes. Les psychiatres qui l'ont écouté pensent que cette haine, c'est dû à sa propre mère qui l'aurait rejeté. Une fois que sa peine fut purgée, c'est un véritable monstre de haine qui sortit de prison. Et pour éviter de se faire attraper, il fonça au Pérou et se mit alors à kidnapper ses premières victimes, des petites filles. Alors pourquoi on peut se demander ? Eh bien parce que, comme il le dit lui-même, j'ai perdu mon innocence à l'âge de 8 ans. C'est pour ça que j'ai décidé d'en faire autant à des fillettes. Voilà, le raisonnement se tient, hein. Parfaitement normal quoi. Et il se lance donc dans la joyeuse fête au massacre. Mais un beau jour, alors que Pedro s'en allait à la pêche aux fillettes, il tombe sur une tribu indienne. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, il est au Pérou et c'est pas forcément dans des régions très peuplées. Bon, jusque-là, rien d'alarmant, il essaye de les contourner, et puis le chef de la tribu prend la parole. « Tu veux bien te pencher pour ramasser ma peau de bison ?» Et là, vous vous dites « Non, pas encore !» Bah si, encore. Et puis toute la tribu, hein. Ça paraît irréaliste, et pourtant, les indigènes s'amusèrent même à le torturer, puis à l'enterrer vivant. Bonne ambiance, quoi. Heureusement, un prêtre missionnaire est intervenu en sa faveur et a négocié sa libération. Mais savait-il seulement qui il venait d'aider ? Ni une ni deux, Pedro prit ses jambes à son cou et courut se réfugier en Équateur. Où alors là, il continua gaiement ses viols et ses meurtres. Et attention, il tenait un rythme de 3 meurtres par semaine. Un planning bien chargé quand même, ça fait un emploi du temps bien rempli. Et pour vous dire, il chômait tellement pas que les autorités locales ont même cru qu'il s'agissait d'un réseau entier de pédophiles. Alors que, bah non, il était tout seul le Pedro. Et c'est à ses 32 ans qu'il se fait enfin arrêter, la main dans le sac. Il était en train d'essayer de kidnapper une petite fille lorsque la mère de celle-ci a débarqué. Pedro a été foutu derrière les barreaux et c'est sans aucune pression qu'il s'est mis alors à raconter tous ces meurtres dont il était responsable. Et alors, à votre avis, combien de petites filles a-t-il violées ? 20 petites filles ? 50 ? 100 ? Ou La réponse D. Eh bien, ce sera... La réponse D. Et plus particulièrement, derrière cette réponse D, se cachent 300 petites fillettes. Oui, pendant sa liberté, Pedro aura volé la vie à 300 fillettes. Et d'ailleurs, il a confié à un prêtre qu'il le vivait plutôt bien. Il a même lâché dans le plus grand des calmes qu'il serait content s'il avait l'occasion de pouvoir tuer de nouveau. Voilà, il l'a dit. Et pourtant, il a été remis dans la nature après 20 ans de prison. Parce que, je cite les juges, il a eu une bonne conduite. Oui, voilà, il a volé plus de 300 vies, mais il a été gentil en prison, donc ça va. Voilà.
Donc Pedro est sorti de prison et s'est fait arrêter 1 heure plus tard, en tant qu'immigrant illégal en Colombie, vu qu'il n'avait pas de papier. J'ai envie de vous dire en même temps, c'est le moins pire des crimes qu'il aura fait. À ce moment-là, les autorités en ont profité dans la foulée pour lui reprocher les quelques centaines de crimes qu'il avait commis, mais le juge décréta que bon, c'était pas de sa faute, il était juste fou. Donc Pedro s'en est tiré avec seulement 4 ans d'asile psychiatrique et $50 de caution. Mais à peine est-il relâché qu'un mandat d'arrêt pour meurtre est à nouveau émis à son encontre. Sauf que cette fois-ci, son histoire s'arrête là, vu qu'on n'en sait pas plus sur cet homme, qui, à ce moment précis, court encore en liberté. Ou peut-être s'est-il calmé. Dans tous les cas, on a un violeur tueur en série qui se balade dans la nature, tranquillement, et j'aimerais pas être une petite fillette dans le coin à ce moment précis. Je pense que fermer la porte à clé, c'est pas plus mal. Enfin, voilà quoi. On recommence. Voilà la poiscaille. Alors qu'avez-vous pensé de celui qu'on surnomme le monstre des Andes? Malchanceux jusqu'au bout des ongles ou névrotique, souffrant de plusieurs complexes? Je vous laisse débattre dans la joie et la bonne humeur dans les commentaires, et si vous avez envie de me suggérer d'autres personnages, allez-y. Et cette fois-ci, pas de chaîne YouTube à promouvoir, mais un concept plus original. Le projet de BD Ulule de 3 youtubeurs que j'apprécie, Absol Vidéo, Antox Colaboy et Sir Gipsy, et sous le crayon expert du Dessinator. Leur projet Ulule a rencontré un énorme succès, et sur les 15 000 € demandés initial, ils sont aujourd'hui à plus de 130 000, soit presque un plafond dépassé de 1000%. Putain. Ils m'ont proposé d'être intégré comme personnage secondaire dans leur intrigue, et c'est ainsi que vous devriez voir un certain petit gars sous les traits de poisson fécond à un moment précis. Bref, si vous voulez aller les soutenir, précommandez la BD avant que leur campagne de dons se termine, je vous mets le lien juste en description. Quant à moi, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout, et je vous souhaite une bonne nuit. Faites de beaux rêves. Bye bye. La réponse D.